tous et toutes pour votre participation, pour votre venue. Évidemment, c'est sûr qu'il fait magnifique dehors, donc il y aura probablement des gens qui vont préférer faire l'école buissonnière plutôt que de venir débattre sur ce sujet ô combien intéressant qu'est la numérisation dans les écoles. Laissez-moi d'abord me présenter, puisque je suis votre serviteur pour la durée du webinaire. Mon nom est Aubry Prévost, je suis de la société Biopharmark et mon rôle ici va être de modérer, d'animer ce débat qui ne manquera pas d'intérêt. Et donc voilà, j'invite vraiment chaque personne qui souhaite participer à ce webinaire, donner son avis sur les différentes questions que l'on va aborder durant la session webinaire, simplement à lever leur main via le petit outil qui est mis à disposition par Teams, et on donnera évidemment la parole à ces personnes-là. Alors aujourd'hui, sont dans on va les appeler nos panélistes, nos invités privilégiés. Nous avons en premier lieu Gauthier de Sauvage, qui est échevin de la ville de Gembloux pour l'enseignement. Bonjour Gauthier. Bonjour à tous, ravi d'être là. Voilà. Nous avons Sébastien Place. Alors Sébastien Place, mea culpa, ici sur le slide, je t'ai mis comme Modern Classroom Expert Microsoft. Je crois savoir que tu as récemment changé de position au niveau de Microsoft. Oui, mais ça va, ça n'impliquera pas de catastrophe. Donc il n'y a pas de... ça va. C'est gentil de ne pas en tenir rigueur. On a Philippe Matet ici autour de la table, qui est CEO de la société Atoll Network. Et on a Gérard Destrey, qui est chef du projet et coordinateur du projet INAF. Bonjour à tous les deux. Salut. Bonjour. Alors, je sais que nous suivent aussi et vont nous rejoindre. On a Marion de la Mandré-la-Ville, qui est conseillère conseillère au soutien et à l'accompagnement numérique au niveau de la WBE. Et on a Joséphine Rousseau, également conseillère au soutien et à l'accompagnement numérique. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Voilà. Alors, je pense que on va avant tout faire un petit parcours du programme qui sera assez léger aujourd'hui, mais néanmoins avec un débat que je l'espère sera animé et soulèvera une question importante autour de la numérisation des écoles. Ça c'est la première partie du webinaire de ce jour. Ensuite, Gérard ici présent nous fera une présentation du projet INAF. Et ensuite, on aura une session questions-réponses pour les personnes qui souhaitent poser leurs questions. D'accord? Je ne sais pas si vous voulez faire un tour de table, comme on n'a pas trop on a un nombre de participants relativement restreint. Je pense qu'on pourrait faire un petit tour de table de chacun des différentes personnes qui se trouvent et qui nous suivent lors de ce webinaire. À commencer peut-être par Madame, je vois, Vinciane Gigi, si je prononce bien. Il faut activer le micro. Oui, voilà. Tout à fait. Bonjour tout le monde, c'est bien Vinciane Gigi. Bonjour. Donc moi, je suis directrice avec classe à l'école de la Morteau. L'école de la Morteau, ça se situe tout à fait dans le sud de la Belgique, tout en bas. Et voilà, donc je participe pour en savoir un petit peu plus sur le numérique et savoir un peu ce qu'on peut faire dans nos écoles. Voilà. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous. Alors, je continue dans l'ordre des noms qui sont affichés sur mon écran. J'ai de vitesse Sophie, si je prononce bien. Oui, bonjour. Bonjour. Vous prononcez bien. Mais moi, je suis enseignante en 3e maternelle et je suis la référente numérique. Et donc, j'aimerais approfondir mes connaissances qui ne sont pas très larges. Et donc, on va rentrer un projet, justement, un projet numérique. Et donc, voilà, c'est vraiment pour connaître mieux ce sujet pour l'école. Et pour quelle école? À Pont-de-Loup, dans l'entité des Auprelles. Parfait. Alors, j'ai Justine. Bonjour, Justine. Bonjour. Donc moi, alors, Justine, qu'on connaît bien, évidemment.
Oui, je suis référente numérique dans une école secondaire spécialisée du côté de Marche. Et j'ai déjà participé au projet INAF, mais voilà, on a encore du chemin à parcourir. Donc voilà pourquoi je suis là. Très Justine. Bienvenue à toi, évidemment. Alors, je continue. Nous avons, alors excusez-moi pour la prononciation, hein, Kowalczuk Sandra. Est-ce que je prononce bien? Oui, c'est parfait. Bonjour à vous. Bonjour. Donc, moi, je suis directrice de 2 implantations sur réseau Prel, dont ma référente numérique est connectée. Donc, c'est Madame de Vita Sophie. D'accord. Donc, ici, nous avons donc rédigé notre appel pour le projet numérique et pour évidemment le mettre en place concernant la différenciation, les aménagements raisonnables. Et donc, voilà. Donc, j'étais aussi intéressée par ce projet INAFE et voir un peu ce qu'il pouvait nous apporter au quotidien. Voilà. Eh ben, parfait. Bienvenue à vous et bienvenue à l'école des Auprel. J'ai Christophe aussi dans ma liste. Bonjour Christophe. Oui, bonjour à tout le monde. Je travaille à l'école de promotion sociale de Uccle. Parfait. Et En donc, tant je que travaille- référent numérique? Oui, voilà, on est plusieurs et donc je voulais voir un petit peu le projet. Et donc voilà pourquoi je suis ici. Très bien, bienvenue à vous. Merci. Alors, j'ai Rao Emmanuel. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, je viens de loin parce que je vous accompagne depuis la Suisse. Et puis voilà. Ah, formidable. Voilà, je suis pas mal ce que fait Sébastien, que je salue. Et puis, je suis chargé de l'intégration numérique dans une école professionnelle. On a quelques milliers d'élèves. Donc voilà, ça m'intéresse de voir ce qui se fait chez vous et de voir un petit peu comment vous intégrez tout ça. Donc, je vous suis avec intérêt aujourd'hui. Formidable. Ben, bienvenue à vous et bienvenue à nos amis de Suisse. Je pense que je n'oublie personne. Hein. Si jamais j'oublie quelqu'un, veuillez m'en excuser. Je pense n'oublier personne. Donc là, on est au complet. On va pouvoir commencer dans le vif du sujet. Alors, je vais essayer de retrouver mon écran avec la première question. Pour bien pouvoir mettre les bases autour de la numérisation dans les écoles, mais en fin de compte, tiens, qu'est-ce que la numérisation dans les écoles? Alors, je ne sais pas qui veut se lancer autour de la table. Je sais que Sébastien a certainement son avis là-dessus et une définition déjà bien toute faite, mais je voudrais avoir un petit peu l'avis de tout le monde à différents niveaux en disant, mais tiens, la numérisation, quand on parle d'une école, on va dire, numérisée ou qui a suffisamment un parcours de numérisation suffisamment avancé, qu'est-ce qu'on entend par ça? Qui veut se lancer? Ça te brûle les lèvres, Sébastien. Je préfère laisser la priorité aux autres. Voilà. Moi, je suivrai, j'embrayerai. Voilà. Ok, je pense que Sébastien va avoir la meilleure définition, du coup je vais commencer. Du coup pour moi, une école numérisée est une école qui a des outils numériques et les connaissances nécessaires pour les utiliser. Ce que j'entends par là, c'est que beaucoup d'écoles peuvent avoir l'équipement ultime et équiper tous les élèves et professeurs, mais ne savent pas comment l'utiliser, ce qu'on rencontre souvent dans d'autres parcours, et je pense que Sébastien peut tout autant en témoigner. Et surtout, à cause du fait qu'ils n'ont pas les connaissances, ils ne savent pas s'adapter aux situations imprévues, comme un peu le corona qui nous est tombé dessus, où là, on ne savait pas du tout quoi faire avec tout le matériel qui était autour de nous. On y reviendra sur la partie corona, évidemment, parce qu'on sait que la pandémie a été un accélérateur pour la numérisation des écoles. On en reviendra après lors du débat. Ça fait partie d'un sujet en particulier, tout à fait, oui. Alors, quelqu'un d'autre veut compléter la définition de la numérisation de Gérard. Si on comprend bien, la numérisation, ça se joue à la fois au niveau de l'équipement, au niveau aussi de la formation, tant la formation des élèves, mais aussi la formation des enseignants, si je comprends bien. Tout à fait, et on peut même dire la formation du corps de direction aussi, si ce qui est secrétaire et direction doivent eux aussi savoir comment utiliser les outils. Donc, c'est ça, on va dire ça un peu le terme anglais, c'est ça, la numérisation, c'est un mindset en fait, c'est un mindset que toute l'école qui doit vraiment
percoler à travers l'ensemble des membres de l'école pour pouvoir mettre ça de manière efficace et avancer de manière efficace dans la numérisation des écoles. Tout le monde doit être engagé dans une seule direction, quoi. C'est ce que je pense, en tout cas. Sébastien, Gauthier Le Sauvage, est-ce que vous avez un complément de définition par rapport à cette numérisation dans les écoles? Moi, je voudrais abonder dans le sens de ce qui vient d'être dit, parce qu'effectivement, on a beaucoup de projets sur lesquels on peut réfléchir, qu'en théorie, ils ont l'air magnifiques, et effectivement, d'amener tout le matériel nécessaire. Mais si on n'a ni les compétences, ni l'envie, ça ne marchera pas. Et donc, c'est vraiment important, ce facteur humain aussi, de pouvoir accompagner l'ensemble des enseignants, la direction là-dedans. Et on sait bien que certains enseignants vont prendre ça à bras-le-corps et vont être pleinement investis, et que pour d'autres, ça va être un chemin beaucoup plus complexe, avec parfois un effet pervers, c'est que la personne va se sentir soit marginalisée ou se dire oh, moi je suis plus à ma place, etc. Alors que justement, c'est vraiment important de pouvoir accompagner chacun pour qu'ils puissent à leur niveau intégrer la numérisation, parce que dans les écoles, on doit aujourd'hui vivre avec. Et surtout, ça offre beaucoup d'opportunités. Et par rapport à ça, j'entendais qu'on évoquait les projets de la région wallonne qui permettent aux écoles de s'équiper avec un fonctionnement assez intelligent, puisqu'il répond là aux besoins des écoles, et ce n'est pas un système tout fait qui est le même pour tout le monde. Et donc, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a vraiment une adhésion là, des enseignants qui, en équipe, créent un projet, regardent quels seraient les besoins pour y répondre, et puis répondre à l'appel à projet de la région wallonne. Et ça, je l'ai vécu sur Jongbou dans plusieurs écoles. Ça a vraiment été utile, parce que certains voulaient plutôt des tableaux numériques. Pour d'autres, ils avaient plutôt des projets avec des tablettes. Voilà, donc c'était assez varié, mais on part vraiment de l'optique qui doit être bottom-up. Ça doit vraiment venir des enseignants, et nous, on doit pouvoir, en tant que pouvoir organisateur ou en tant qu'organe comme peut être la région wallonne, on doit être des facilitateurs pour leur amener les outils les plus adaptés à leurs besoins. Tout à fait, tout à fait. Je n'ai pas encore entendu Sébastien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à T'inquiète de ne pas m'entendre, c'est ça? Je suis inquiet de ne pas t'entendre, exactement. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce premier cadre que tu es en train de fixer par rapport à la numérisation des écoles, et quelque part un peu les prérequis qui permettent vraiment d'avancer dans ces démarches de numérisation au niveau des écoles? Pour le coup, ça va pas forcément faire avancer le débat, parce que j'abonde dans le sens de Gauthier en fait et de Gérard. On va dire qu'on avait tout préparé d'avance et qu'on est tous d'accord. Mais j'aime bien l'idée. Donc voilà, tu as employé le terme anglais mindset, hein, donc l'état d'esprit. La numérisation, c'est aussi une partie de la culture de l'établissement. Le terme numérisation, on le voit quand même apparaître maintenant officiellement dans l'enseignement depuis, je dirais, environ 5-6 ans, puisque dès les prémices du pacte d'excellence, on allait retrouver, hein, et Marion, je pense que tu pourras confirmer aussi avec moi de ce côté-là, hein, les fameux axes de développement des écoles, hein, les 5 axes, dont l'axe numérique, en fait, qui apparaissait pour la première fois de manière officielle, en fait, hein, dans ces textes. Et donc, à partir de là, on a pu... je trouvais que c'était une belle avancée de prendre en considération ceci comme un axe de développement au sein de l'école. Maintenant, le truc qui me plaît moins, c'est qu'en général, si on fait un parallèle dans l'interprétation du terme numérisation dans les écoles, c'est à peu près casé au même niveau que isolation des bâtiments. Tu vois, tu as isolation des bâtiments parce qu'il faut du matériel pour faire en sorte que la chaleur ne s'enfuit pas, qu'on puisse avoir des classes isolées, une économie sur l'énergie, etc. Et tu as l'impression que numérisation, ça reste très technico, pratique, très, très objectivé. La numérisation, moi j'aime bien plutôt la prendre dans le sens du développement social, du développement humain, du développement psychologique, vraiment basé sur les compétences du 21e siècle. Donc, une série d'écrits et de documentation assez poussée là-dessus, tant au niveau social que culturel que éducationnel. Et donc, parmi ces nombreuses compétences du 21e siècle, on va retrouver quoi? On va retrouver finalement la coopération, la résolution de problèmes de manière collective, on va retrouver la responsabilisation, on va retrouver la répartition des tâches. Donc, c'est très, très large. Et dans tout ce que je viens de citer, à aucun moment, on ne parle d'appareillage, on ne parle de connexion Internet, on parle de tout ça. Donc, on est sur quelque chose qui dépasse quand même largement le cadre du matériel. Et tout ça peut également être lié à ce qu'on appelle, alors il y a plusieurs noms pour ça, mais
moi je me rattache souvent à la pensée algorithmique, c'est-à-dire non pas penser du code, non pas voir le code qui défile comme une recette de sushi en fond vert sur fond noir dans Matrix, mais cette capacité finalement qui est reliée à la méthode scientifique, qui est reliée à la capacité aussi très nécessaire à notre époque plus que jamais, je pense, de pouvoir prendre du recul par rapport à de l'information, critiquer intelligemment de l'information, critiquer des ressources. Et donc, c'est tout ça, en fait, la pensée algorithmique. Et c'est relié à ces compétences du 21e siècle. Et souvent, quand je discute avec des écoles ou avec des réseaux d'écoles ou avec des pouvoirs organisateurs, j'aime bien faire la comparaison de ce développement du numérique, donc de ces compétences, donc de cette pensée algorithmique, en comparant ça, par exemple, à de l'improvisation théâtrale ou si on veut faire un parallèle avec de la musique, du jazz. D'accord, On va prendre donc l'exemple. chacun se met et on fait un morceau ensemble, on improvise un peu, quoi. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un premier leader qui va initier le thème, et donc il va avoir son moment, hein, toujours le petit solo, un saxo, le solo batterie, voilà, le solo de basse. Mais en fait, chaque membre du quartet ou du groupe va devoir se raccrocher sur le thème initié précédemment, s'harmoniser dessus, mais apporter également sa touche personnelle. Et chacun doit avoir, dans un bon morceau de jazz équilibré, son grand moment aussi, son moment instrumental. Et ça, c'est quelque chose qui, je trouve, mérite vraiment d'être développé au sein des écoles. Parce qu'on est encore beaucoup sur un modèle en leadership, avec le professeur qui va tracter un groupe, ou même quand on fait travailler les élèves en groupe, il y a des chefs de groupe, il y a des élèves qui vont prendre un ascendant sur les autres. Et donc, le numérique, c'est aussi cette manière de travailler sur ce qu'on appelle aussi dans le monde plutôt professionnel et entreprise la répartition maximale du risque. C'est-à-dire que finalement... N'en dis pas plus pour le moment, parce que justement, on va aborder après le défi. Parce que maintenant, on a dit le cadre, on a défini le cadre de ce qu'était la numérisation dans les écoles. Et j'espère que les écoles qui nous écoutent sont d'accord avec ce qui est proposé ici comme cadre de définition autour de la numérisation des écoles. Ce qu'on a un petit peu cité et ce que Gauthier Le Sauvage a dit aussi, effectivement, ça doit être une démarche qui doit venir vraiment des enseignants aussi pour quelque part faire remonter l'information et faire remonter l'envie de faire bouger les choses au niveau de la numérisation de leur établissement. Mais c'est un défi parmi tant d'autres. Selon vous, aujourd'hui, quel serait le défi principal? On va appeler ça un défi, on va appeler ça un obstacle, un challenge, pour rester positif dans les termes. Quels sont les défis principaux en termes de numérisation dans les écoles? Je ne sais pas si Gérard, tu veux commencer sur ce sujet? Ok, je vais commencer sur ce sujet-là. Moi, je pense que j'ai pu définir à travers les différentes écoles que j'ai pu aider jusque-là que la connaissance est un des principaux défis. Donc, peu d'écoles sont au courant des outils qui leur sont disponibles. Il y a énormément d'outils auxquels ils peuvent accéder pour un moindre coût, qui peuvent les aider dans les bases d'apprentissage vers le numérique. Ils ont peu de connaissances aussi par rapport à toutes les aides extérieures qu'ils peuvent avoir dans l'apprentissage, la formation et même les workshops, les webinaires, etc. Donc je pense que vraiment la connaissance de ce qui est à leur portée n'est pas assez partagée. Moi, je me mets à la place d'une école, je me dis, OK, il y a effectivement le fait de pouvoir s'équiper de manière technique, mais il y a aussi quelque part, comme tu dis, un défi pédagogique au niveau de l'enseignement. Ça veut dire réussir à leur faire découvrir l'ensemble des outils qui sont à leur portée, réussir à les former sur ces outils pour que eux, donc quand je dis eux, c'est les enseignants, puissent après former leurs élèves. On est bien dans ce cadre-là? Tout à fait. Je pense qu'on pourrait même dire qu'avant de former les enseignants, il y a les référents numériques maintenant, où on appelle ça aussi souvent des champions, donc des personnes très motivées qui vont prendre les connaissances pour après les dispatcher avec d'autres enseignants motivés. Et en fait, on va partir dans ce système de pyramide, si on peut dire, où les connaissances vont à chaque fois être partagées par la suite. Alors, on parle de défis dans le lancement de tout ce qui est numérisation
des écoles. J'imagine qu'aussi il y a un défi dans la durée du projet. Donc, au début, on est plein de bonnes idées, plein de bonnes volontés. On a des plans, on a plein de choses à faire. On veut mettre du matériel à disposition. On veut avoir des connexions dans les différentes classes et tout ça. On veut former les enseignants. Mais tiens, en fin de compte, comment est-ce qu'on peut réussir à garantir que tout au long du projet de numérisation de l'école, cette énergie reste la même qu'au début? Comment est-ce qu'on fait pour entretenir quelque part, et je m'adresse à toi, je me tourne vers toi, mais je m'adresse un peu à tout le monde aussi, qu'est-ce qui fait selon vous que le projet de numérisation de l'établissement soit une réussite en fin de compte sur la longueur? Ah, ça c'est une question. Hein. Parce que tu dis, on les appelle les champions. Donc il doit bien y avoir une raison parce qu'on les appelle les champions. C'est des personnes qui sont probablement surmotivées. Les référents numériques sont des personnes qui sont surmotivées et qui veulent vraiment faire bouger les choses. On imagine qu'ils sont probablement confrontés à certains obstacles. Comment ces obstacles vont réussir à être franchis les uns après les autres pour vraiment garantir le succès du projet de la numérisation de l'école? Je pense justement par la connaissance, du coup permettre à ces enseignants d'avoir des outils adaptés à leurs besoins, les aide justement à avancer, à vouloir les comprendre et vouloir découvrir davantage d'outils qui vont pouvoir leur faire gagner du temps par la suite et pouvoir faciliter leur travail au sein d'un établissement scolaire. Parfait. Moi, je voudrais avoir l'avis un peu d'autres personnes. Je prends Gauthier de Sauvage. Tiens, à votre niveau, qu'est-ce qui permet de garantir, quels sont à la fois les prérequis, mais aussi les différents, on va appeler ça les milestones, désolé d'utiliser le terme anglais, mais quelles vont être les différentes étapes qui vont permettre à la fois de s'assurer qu'on est toujours bien, je dirais, sur la bonne voie, et que le projet se poursuit correctement comme le plan initial l'avait prévu, et que le projet n'est pas en train de s'essouffler. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place à ce niveau-là comme critère de contrôle? Ma réponse va être assez simple. En fait, ça va être le plan de pilotage. Pardon. Donc maintenant, l'ensemble des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles doivent créer un plan de pilotage. Alors que certaines écoles sont dans la troisième phase et donc sont seulement en train de le rédiger maintenant. Nous étions dans la première phase. Et pour pas mal des implantations, dans le plan de pilotage, il y a des objectifs en lien avec le numérique. Donc, je vais vous passer un peu la logique du plan de pilotage. Ça pourrait faire l'objet d'une réunion à part avec les objectifs stratégiques, les actions qu'on doit mettre, etc. Mais toujours est-il que grâce à ce plan de pilotage, il y a des actions qui sont prévues, qui ont un lien avec le numérique et qui sont évaluées année après année. Alors, je vais être très franc avec vous. Le plan de pilotage, nous, on l'a fait juste avant le Covid. Donc, je ne vais pas vous mentir en vous disant que le Covid a quelque peu changé la donne par rapport aux objectifs que nous nous étions assignés. Et donc, on a dû les revoir. Mais d'un autre côté, le Covid a permis de mettre encore plus en évidence l'importance de la numérisation, de la sensibilisation des enfants à l'utilisation du matériel numérique, à ses dangers aussi, parce qu'il ne faut pas oublier aussi de parler de ça, c'est que dans le rôle de l'école, il y a aussi une éducation pour que les enfants ne fassent pas tout et n'importe quoi sur Internet, les dangers des réseaux sociaux, etc. Donc, il y a aussi cette partie-là aussi éducative qui est importante pour que demain, on en fasse des jeunes responsables dans leur utilisation du numérique. Donc, je crois qu'il y a aussi cet objectif pédagogique au-delà de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. On aborde le sujet maintenant, c'était l'objet de ma prochaine question. Évidemment, j'ai dit qu'on l'aborderait lors de ce débat. Merci de me tendre le relais par rapport à cette pandémie. Espérons-le maintenant qui est derrière nous. On peut dire quelque part que la pandémie, et c'est une question, a accéléré la numérisation et a dû accélérer l'accès aux outils numériques. Parce que fatalement, dû aux classes qui devaient se faire de manière virtuelle et plus de manière en présentiel, on a dû équiper d'un peu dans l'urgence un certain nombre d'élèves avec des outils numériques performants. On peut donc dire qu'elle a vraiment accéléré cette transition numérique. Est-ce que maintenant, le fait qu'on ait passé cette pandémie,
est-ce qu'on va garder ce rythme au niveau de la transition numérique, ou est-ce que ça va de nouveau un petit peu être, je ne vais pas dire remis au placard, mais est-ce que ça va un petit peu ralentir les choses? J'ai envie de me tourner vers Joséphine et Marion pour le coup, pour avoir vos retours en fait au niveau des écoles que vous accompagnez. Est-ce que vous sentez, bon, j'ai aussi une idée là-dessus, hein, mais on échangera ensemble, je pense après. Est-ce que vous ressentez aussi peut-être un certain effet de recul au sein de certaines écoles, d'une certaine population scolaire? Quel est votre point de vue? Dans les écoles, effectivement, il y a un peu d'essoufflement parce qu'il y a eu une saturation au niveau de l'utilisation des outils numériques. Mais en même temps, le numérique est présent maintenant et incontournable. Ah, c'est bien vu, c'est bien vu. Et, Ouais. et si je peux me permettre d'en rajouter une couche, c'est que malheureusement, nous sommes à peine sortis du Covid, que nous sommes rentrés dans une autre crise, hein, qui est celle évidemment géopolitique en Ukraine, qu'on ne va pas étayer ici, mais qui montre aussi l'importance du numérique, puisque, par exemple, à Jean-Blou, on a une quinzaine d'enfants ukrainiens pour le moment dans nos écoles. Grâce au numérique, on peut traduire ce que les enfants disent, on peut leur faire passer des messages. On a aussi créé des padlets avec les 100 mots les plus courants, avec des petits dessins en ukrainien et en français. Et donc, le numérique est un outil aussi très utile dans la crise que nous traversons aujourd'hui. Et alors, également pour votre information, c'est qu'on voit aussi qu'il y a des enfants ukrainiens qui sont présents sur notre territoire, qui ne sont pas scolarisés, simplement parce qu'ils continuent à suivre leurs cours à distance en Ukraine. D'accord, formidable. Vraiment une opportunité. Alors, on l'a vu effectivement, ça bouillonne au niveau de la numérisation, au niveau de l'enseignement. Néanmoins, on parle encore parfois de fracture numérique. Ça, c'est un terme que j'ai entendu et j'ai lu plusieurs fois dans certains articles que j'ai parcouru pour préparer ce webinaire. On parle de fracture numérique, non seulement chez certains élèves, mais aussi pour certains enseignants. Comment est-ce qu'on explique cela? Il y a évidemment une contrainte financière qui est liée à cette fracture numérique. Mais est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a un manque d'intérêt pour certains outils numériques, des habitudes qui ont du mal à changer au niveau des enseignants? Quelqu'un a un avis sur la question? J'ai peut-être 2 cents à mettre entre guillemets, dans la tirelire, mais je vais en même temps contourner habilement ta question d'une part. Comment dire? Je trouve qu'il y a un problème même avec le terme numérisation, tu vois, et dans fracture numérique, le mot numérique, parce que il y a le numérique culturel de divertissement qui a une place considérable dans notre société aujourd'hui, Bien sûr. qui est une chose, voilà, c'est l'éléphant dans la pièce, hein. C'est le TikTok, c'est le Snapchat. Tout le monde se travaille avec son smartphone, mais tout le monde ne connaît pas l'utilisation de certains outils qui sont pour le moins parfois basiques. Voilà, c'est exactement ça. Et voilà, en comparaison, combien de personnes sont capables, avec un smartphone, même de petite configuration, de pouvoir, par exemple, prendre des notes à la volée pendant une réunion, pendant un débat, pendant un cours, de penser à peut-être l'utiliser comme un dictaphone pour faire une captation sonore, de prendre des photos recadrées, retouchées d'un tableau, d'un écran, d'une présentation pour se faire un petit archivage. Déjà ça, pour moi, c'est du numérique éducatif et qui est à la portée, pas de tout le monde, et ça, c'est quand même important de bien le préciser, hein, parce que la fracture numérique, elle est liée aussi à la fracture sociale, qui est très importante encore au sein de notre société. Mais malgré tout, cet appareillage équipe quand même une large majorité de notre population. Mais dans l'exemple que je viens de donner, je ne sais pas, sur un échantillon assez large, combien de personnes seraient capables de se dire « Oui, j'ai déjà pensé à utiliser mon téléphone comme ça ». Tout à fait. C'est une bonne observation. Je ne sais pas si Gérard, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? J'ai rien à rajouter par rapport à ce que Sébastien a dit sur ce coup. Donc voilà, T2 cents, ça fait 1 euro, je pense. Et pour voir le cours qui fluctue beaucoup. Alors, j'ai encore une dernière question. Alors, je vais laisser, avant de poser cette question, je vais laisser intervenir Madame Gigi qui lève la main.
Oui, en fait, pour revenir sur le sujet de la fracture numérique, chez nous à l'école, c'est parfois un peu compliqué aussi. Je pense qu'il y a des enseignants qui ont peur parce que, oui, comme vous dites, elles sont bien au niveau loisir, mais par contre, gérer une classe et enseigner avec un support numérique, je crois que pour certains, ça fait peur parce que elles se disent que les enfants vont en savoir plus qu'elles. Elles se disent qu'elles ne sauront pas régler un problème si un problème devait surgir. Et du coup, ben, il n'y a pas de numérique dans ces classes-là. Et alors, la Et donc, c'est là où malgré tout, ça peut quand même aussi venir malgré tout, ça peut quand même venir aussi du matériel. Enfin, je vois nous, donc nous, on a une petite école et tout le côté maternel n'est pas encore du tout équipé. Les tout petits de l'école n'ont encore rien du tout et en primaire, il y a un TBI et des tablettes, quoi. Mais donc ça évolue tout doucement aussi, mais c'est vrai que ça n'aide pas. Maintenant, le tableau blanc est dans la classe de la référente numérique qui, elle, évidemment, gère bien. C'est pas toujours évident d'embarquer toute l'équipe dans le numérique. Mais donc, peut-être d'abord leur commencer par les enseignants, les former sur les outils, leur présenter les outils d'abord, les former sur les outils de manière à ce qu'eux soient tout à fait confortables à pouvoir présenter ces outils à des élèves qui, effectivement, on peut le dire, parfois s'y connaissent mieux qu'eux parce que c'est une génération qui est née dedans. Je vais laisser aussi intervenir Monsieur Bertrand Montaigne qui nous a rejoint en cours de webinaire et qui lève la main. Alors, vous êtes en mute, voilà, parfait. Non. Le petit bouton mute est encore activé. Voilà, c'est bon, on vous entend. Alors, je pense que les outils numériques, c'est un peu comme tous les outils qu'on peut utiliser chez soi. C'est-à-dire que on a pas mal d'appareils qui soient électroniques ou électroménagers, des choses ainsi. On peut même prendre le domaine des voitures. On utilise combien de pourcents des capacités ou des fonctions de tous ces appareils? Et les outils numériques, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'enseignants ou il y a même pas mal d'élèves qui vont se contenter du 5%, 10%, 20% au niveau d'utilisation des fonctions. Et je pense que c'est là aussi qu'il faut ouvrir les yeux, ouvrir les portes et essayer à ce que, en effet, les utilisateurs des outils numériques puissent utiliser un pourcentage un peu plus important des capacités et des fonctions. Et malheureusement, je pense qu'on en est là parce que c'est l'attitude ou l'habitude du consommateur zapper qui prend un outil pour l'utiliser d'une certaine manière, à sa façon à lui, et n'utiliser que quelques fonctions qui l'intéressent, point, c'est tout. Et c'est pas forcément toujours la peur de l'inconnu ou la peur de la technologie, mais c'est l'habitude et l'attitude qu'il a vis-à-vis des outils dans le sens général du terme. Oui, tout à fait, tout à fait. Et parfois aussi le manque de connaissance des autres possibilités que l'outil permet. Alors, j'ai une dernière question. Avant de laisser la parole à Gérard pour la présentation du projet INAF, en préparant ce webinaire, je suis tombé sur un article qui relatait qu'en 2018, soit bien avant la pandémie, la faculté de psychologie, de logopédie et de sciences de l'éducation de l'Université de Liège sortait les résultats PISA et TALIS, que j'imagine beaucoup d'entre vous connaissent, qui montraient que la Fédération Wallonie-Bruxelles accusait un retard assez conséquent sur l'utilisation des outils numériques par rapport à d'autres pays. Pensez-vous que ce retard a pu être comblé après la pandémie, je vais dire, pendant la pandémie? Est-ce que ce retard a été comblé? Est-ce qu'il y a eu un boost considérable ou est-ce qu'on est toujours sur, on va dire, une numérisation de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui suit son cours? Je ne sais pas qui a la meilleure vue dans notre panel pour pouvoir répondre à cette question.
Je crois que c'est comme pour tout, il faut de l'information croisée, tu sais, parce que c'est un scope très, 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 très large. J'imagine, oui. Et je pense, et de toute façon, on a tous une vue parcellaire dessus. Mais je me permets peut-être juste je vais faire un très léger retour en arrière sur la remarque de Vinciane de tout à l'heure. Il y a une partie que je trouvais très intéressante et qui va faire le lien aussi avec ta question de maintenant, Aubray. C'est cette histoire de la peur des enseignants par rapport au numérique. Cette peur de ne pas paraître compétent par rapport à son audience d'élèves. Et moi, je trouve ça ultra révélateur parce que c'est déjà le bouclier un peu anti-numérique qui était brandi dans les fins des années 90 et début des années 2000, et c'est relié à ce mythe qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est le mythe du digital native, c'est-à-dire le fait que, soi-disant, les jeunes générations, ben c'est rigolo, parce qu'il y a 20 ans, on le disait pour les générations qui sont les nôtres quand on était jeunes à ce moment-là, il y a 10 ans, on le disait pour la génération d'après nous, et maintenant, on le dit pour la génération qui vient. Donc, on voit que c'est un phénomène, en fait, culturel et social, c'est pas un phénomène qui est dû au numérique. On projette des fantasmes sur les générations qui nous suivent ou qui nous précèdent par rapport à leur appropriation culturelle ou technique des outils et des compétences. Moi, je trouve ça très intéressant parce que je vais faire un micro-parallèle. J'essaie d'aller très vite, hein, mais imaginons non plus un problème technique informatique qui arriverait en classe et où le professeur se dit « Mince, je ne sais pas comment brancher mon projecteur, je ne sais pas… On va transposer ça. On est dans sa classe, même en primaire, et on a des enfants qui disent « Monsieur, madame, c'est la guerre en Ukraine, est-ce qu'on va mourir ?» En quoi le prof est compétent pour répondre à cette question? Est-ce que le prof va pas être stressé de devoir répondre à cette question? Est-ce que voilà, et donc je veux dire, on a tendance à cristalliser cette histoire de la compétence de l'enseignant par rapport à des problématiques qui sont soulevées dans la classe par rapport à du numérique. En réalité, on rencontre ça dans plein d'autres spectres de la vie scolaire, et pour ces problèmes-là, on n'en fait pas tout un fromage. Que va dire l'enseignant? Ben, écoute, je vais me renseigner et je vais t'expliquer ça, on peut en parler demain en classe. Et le soir, on regarde un peu quelques articles, on essaie de trouver un peu de vulgarisation, on va lire de très bons articles de Bruno Hembeck. Enfin, voilà, je veux dire, tout d'un coup, quand c'est des gros problèmes culturels et sociétaux qui sont évoqués, on a tendance à les minimiser parce qu'on se dit oui, c'est facile, je vais vulgariser ça et je vais pouvoir en parler avec mes élèves. Mais dès qu'il s'agit de brancher un câble ou pousser sur un bitonio, on a l'impression qu'on va déclencher une guerre nucléaire. Enfin, pardon, mauvais exemple, mais on va faire exploser l'école. Désolé. Mais donc, je trouve ça assez intéressant à relever. C'est-à-dire que finalement, il y a plein de situations dans la vie scolaire où l'enseignant face à sa classe n'est pas du tout dans son domaine de compétence ou d'expertise et où ça ne lui posera aucun problème de s'avancer sur des sujets finalement qui ne sont pas les siens ou les siennes. Tandis que quand c'est pour le numérique, c'est « Ah non, je ne touche pas à ça parce que ce n'est pas mon domaine ». Donc là, il y a un point assez intéressant. Ouais, et je me dis que pour revenir sur ta question, Aubray, ça fait le lien peut-être aussi avec ce côté, est-ce qu'il y a eu des grosses avancées et des accélérations au niveau du numérique? Moi, j'aurais tendance à dire oui et non. C'est-à-dire il y a eu un état des lieux qui a été fait et un besoin rapide et urgent. Et comme toujours, hein, c'est comme avec une autre catastrophe qui nous avait touché l'été passé, c'est les inondations. On agit dans la précipitation, on essaie de trouver des choses vite fait et les mettre en place, mais c'est pas avec ça qu'on va construire sur du long terme, qu'on va poser des fondations solides. Et donc, moi, c'est ce que j'ai vu dans l'accompagnement des écoles de ces derniers mois, après les multiples confinements et autres, c'est qu'il y a encore beaucoup d'écoles où tout est à faire. La seule différence, c'est qu'on a peut-être eu, je dirais, des proof of concept, c'est-à-dire des cas où on a vu, oui, ça peut marcher. Maintenant, il faut confirmer l'essai, c'est ça que tu veux dire. Il faut confirmer l'essai. Ouais, c'est ça. Il faut se dire, il ne faut pas se concentrer sur les problèmes qui ont été rencontrés, sur les situations un peu extrêmes qui ont été vécues, parce qu'on a vécu des situations extrêmes avec cette pandémie, et je pense qu'on sera amené encore à en vivre d'autres, pas forcément avec la pandémie, mais c'est le monde et la société qui va comme ça. Mais donc, c'est important de se dire, concentrons-nous sur, voilà, on a les preuves quand même que ça a marché. Collectons ces réussites, collectons ces paramètres, ces éléments, essayons d'isoler ce qui est reproductible, ce qui est scalable, hein, ce qu'on peut élargir peut-être à plus grande échelle dans notre école ou dans les écoles, et avançons là-dessus. Parce que sinon, si on doit prendre l'intégralité de la pagaille qu'on a rencontrée, forcément, on pourra lever des lièvres et des lèvres là-dedans pour trouver des bonnes raisons de ne pas avancer. Ok, merci Sébastien. Désolé, j'ai fait long alors que j'avais dit. Non, pas de souci, mais tu me donnes de nouveau un super passage de témoins, des choses qui ont fonctionné.
Ben justement, c'est un très bon point pour embrayer sur le projet INAF qui a été démarré en septembre 2021, qui a permis à 6 écoles de suivre un accompagnement par la société Ato Network, et tu as accompagné aussi en tant que sponsor, on va dire, Sébastien. Durant ce projet INAF, on avait un ensemble de workshops sur différentes thématiques qui vont nous être présentés ici par Gérard, qui, je le rappelle, est le coordinateur du projet. Et donc, ces différents workshops vont vraiment permettre de porter à la connaissance des référents numériques un ensemble d'outils, un ensemble de possibilités, et déboucheront à la fin de 4 workshops sur un plan d'accompagnement, vraiment un plan de bataille avec lequel le référent peut commencer à activer la numérisation ou booster la numérisation au niveau de son enseignement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la première, on va dire, édition de ce projet INAF a eu lieu entre septembre et décembre, que là nous sommes occupés de lancer et nous sommes en cours, même je dirais, de deuxième édition depuis le mois de mars. Je n'en dis pas plus, je laisse Gérard présenter le projet INAF. Donc, rebonjour à tous. Donc, je suis Gérard Destrel d'Ato Network et je suis la personne qui gère le projet INAF, donc l'initiative numérique pour l'accompagnement en formation de l'enseignement. Et je vais vous parler un peu de comment s'est passé l'INAF 2021. Donc, déjà, l'INAF, c'est quoi? C'est de l'accompagnement numérique pour les enseignants et les écoles. Donc, c'est l'accompagnement numérique complètement gratuit pour des écoles sélectionnées. Donc, tout ça se passait via un formulaire que les différentes écoles en Belgique francophone devaient simplement remplir avec des informations pour pouvoir participer à l'INAF 2021. Du coup, pendant l'INAF, qu'est-ce qui se passait? Il y avait donc de l'accompagnement numérique, de la formation. Donc oui, en effet, on formait les enseignants ou les référents numériques, et même voir certains directeurs et directrices qui sont pu venir, à l'utilisation de base des outils de la suite Office 365. Donc comment utiliser Teams dans le cadre de l'école, comment administrer sa plateforme, tout ça, ils ont pu l'apprendre au fil de l'INAF 2021, et aussi avec des séances d'information. Donc, des séances d'information avec des exemples concrets d'écoles qu'on a pu aider, au sein de l'INAF, et surtout, quelque chose que je n'ai pas mis dans mon PowerPoint, un aspect humain. Donc, tout ça se passait en présentiel. Donc, les référents étaient invités à se déplacer pour les formations et les workshops en présentiel, où là, il y avait un échange entre les différentes écoles. Donc, nous avons fait exprès d'avoir des écoles qui ont un niveau numérique complètement différent. Donc, on a par exemple la Roche-en-Ardenne qui est extrêmement avancée et d'autres établissements qui commençaient de nulle part. Tout ça pour pousser à l'échange, comprendre qu'est-ce qui a pu être mis en place pour avancer et surtout ne plus avoir peur de se lancer dans le numérique, car regardez, d'autres ont réussi, d'autres se posaient les mêmes questions que vous et ils y sont arrivés. Donc, voilà pour l'introduction. Moi, j'ai pu suivre dans le cadre de la communication de ce projet, et je vous invite à aller sur le site inaf.be. Vous allez pouvoir voir les différentes photos, les différents articles, les différents témoignages des participants de cette première édition. Et on a vraiment vu que cette intelligence collective a vraiment fonctionné au sein des workshops, parce qu'on avait vraiment justement des référents numériques qui étaient avancés avec des parcours différents au niveau de la numérisation. Tout à fait. Et du coup, parmi les participants qu'on a pu avoir durant l'année passée, on a eu l'ICM Châtillon avec Denis, l'école Pierre-Mès Fleurus avec Pierre, qui est à fond dans Minecraft Éducation, l'Institut Saint-Léon avec Aurélie, le SSCF avec Virginie et Justine, qui justement se trouvent ici, et la Roche-en-Ardenne avec Mathieu et Jean-Christophe. Donc, comme vous pouvez le voir, des écoles qui sont un peu partout dans la Belgique, qui avaient des niveaux complètement différents, et où il a pu y avoir un échange constant et très enrichissant, autant pour eux que pour nous. Durant le parcours de l'INAF, nous faisons aussi le tour des différents centres techno de Belgique. Donc, pourquoi? Car ces centres techno peuvent vous proposer des solutions pour vos écoles
où vous n'avez quasi aucun coût à faire pour y accéder. Donc il y avait Technocité qui se situe du côté de Mons, qui peut vous aider au niveau de Minecraft, la découverte de l'IA et l'apprentissage par le jeu. Technobel avec son Maker Hub et tout ce qui touche à niveau éducation, et Technofuture avec son EduLab, l'apprentissage, outils collaboratifs et bureautique, et maintenant ils font aussi du Minecraft. Donc on est passé par ces différents centres, simplement pour dire voilà, dans ce centre aussi, on peut faire ça, vous avez ça à disposition pour vos classes, pour vos enseignants, n'hésitez pas à revenir. Donc encore une fois, un échange de connaissances pour mettre à disposition des outils qui leur sont disponibles mais qui ne sont pas au courant qu'ils peuvent y accéder. Nous avons aussi fait une évaluation de l'infrastructure par des experts de l'entreprise Atelier-Network. Donc, notre branche de base n'est pas l'éducation. Nous travaillons beaucoup avec les PME pour justement faire des audits au niveau réseau et savoir quoi installer. Et justement, nous avons mis à disposition cette expérience pour les écoles. Car souvent, les écoles passent par le cousin du frère de l'enseignante pour mettre en place un réseau, et c'est souvent très vétuste. Et là, un expert a pu venir dans les différentes écoles participantes, leur dire, bah voilà, il faudrait faire ce genre de changement dans l'école, il faudrait prévoir un budget de autant, et grâce à ça, des écoles ont pu démarrer leur projet de mise en place vers le numérique. Évidemment, avec tout ça, il y a eu un suivi des participants, donc ce n'est pas en mode on se voit une fois par mois puis ne m'appelle pas. Non, il y avait un échange constant entre les participants via mail, via téléphone pour répondre à leurs questions, les aider à créer un plan d'accompagnement et surtout les aider à faire évoluer par eux-mêmes ce plan. Donc, en gros, vous participez à l'INAF, je ne vais pas vous donner un plan, voilà ce qu'il faut faire dans votre école. C'est, vous allez, vous, me dire quelle est votre idée de base et à travers les workshops, les formations, les sources d'information, vous allez faire évoluer votre plan d'accompagnement. Pourquoi? Car vous êtes motivé à le faire, vous allez savoir pourquoi il faut mettre ça en place et moi, je vais vous aider à avoir les réponses à toutes vos questions autour de ça. Ça, je crois que c'est aussi un point vraiment important du projet INAF qui était vraiment très apprécié, c'est l'aspect personnalisé de l'approche par rapport aux besoins de l'école. Donc, comme tu l'as dit, tu viens pas avec un plan, c'est ça qu'il faut faire, faites ça et tout ira bien. Et après, tu laisses les gens comme ça sans accompagnement. C'est qu'il y a vraiment une démarche de d'abord comprendre où en est la numérisation au sein de l'établissement, comprendre au niveau technique, au niveau de la formation, quelles sont les choses qui doivent être améliorées, et c'est mettre tout ça sur une feuille de route que vous utilisez ensemble pour faire la suite de l'accompagnement. Tout à fait. Et cette feuille de route évolue tout au long du projet. Au niveau des intervenants, nous avons aussi des intervenants externes qui viennent présenter les solutions qui sont proposées aux écoles. L'année passée, on a eu De Rennes Compagnie, qui est une entreprise qui permet de faire du leasing de matériel pour les établissements scolaires, qui a pu venir parler de ce qu'ils mettent en place et des solutions qu'ils peuvent apporter aux différentes écoles. Et on a aussi eu Dimitri de BookWidget, qui est venu nous présenter les avantages de ces applications. Donc voilà, on essaie aussi de faire participer d'autres entreprises qui proposent des solutions. On a pu vous faire aussi découvrir Minecraft Éducation, qui n'est peut-être pas connu de votre côté, en tout cas à ce moment-là n'était pas extrêmement connu. On a pu montrer des activités pédagogiques autour de Minecraft Éducation. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre classe, quel genre d'activités avec lesquelles vous pouvez participer avec vos élèves, et aussi faire découvrir des outils Office 365 Éducation qui sont très peu connus. Par exemple, Zoé et Booking, je pense que tu peux confirmer, Sébastien, que ces outils-là sont à disposition, mais personne ne les utilise, alors qu'ils peuvent vous aider dans le cadre de votre école pour créer des réservations de salles, par exemple, des réunions avec les parents, et même des pages de blog en 2-3 clics qui donnent super bien pour les partager avec vos enseignants, vos élèves et les membres de l'administration. Et du coup, maintenant, je vais vous parler de l'INAF d'aujourd'hui, donc de 2022, donc les sélections sont déjà faites. Donc, pour l'instant, vous ne pouvez pas vous inscrire pour cette INAF-ci, peut-être pour le prochain, où là, en plus, il y aura la découverte des apprentissages, d'accompagnement, de formation et d'information. On va évidemment refaire le tour des différents centres
de formation francophone pour l'enseignement, donc les centres techno qui vont eux-mêmes proposer les solutions adaptées pour les écoles de 2022, les échanges avec les présents acteurs de l'INAF, donc les écoles de l'INAF 2021, certaines vont venir pour expliquer leur parcours, ce qu'ils ont pu apprendre et faire un échange avec de nouveaux participants et évidemment mettre en place des solutions supplémentaires que nous aurons partagées avec les participants de l'INAF 2022. Donc voilà, je vous remercie. Merci pour cette présentation, Gérard. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport au projet, par rapport à l'INAF, par rapport au débat qui a été fait, si vous avez des remarques. Je vois qu'il y a 2 mains qui sont levées. Je pense que Bertrand a une intervention à faire. Oui, encore une intervention, certainement, qui revient un peu sur ce qui a été dit juste avant au niveau donc comment dire, du retard peut-être que l'on pouvait avoir. Sachez quand même que je pense que si retard il y a, entre guillemets, c'est certainement localisé dans certaines écoles, et c'est pas partout, de 1. De 2, il faut quand même se dire aussi qu'en Belgique, on a eu la chance de pouvoir profiter depuis avant les années 2000 des projets cybermédia, des projets cyberclass, des projets connectivité, etc. et des autres encore, la projet école numérique qui existe. Donc, pouvoir s'équiper dans une école, c'est toujours faisable, c'est toujours possible, et je dirais même encore assez facilement. Maintenant, bien entendu que cela repose également sur la bonne volonté, la motivation, ça repose aussi sur l'envie, sur la présence ou pas d'une personne ressource dans l'école, chose qui est quand même très importante aussi et sur laquelle malheureusement le cabinet de notre ministre actuel ne semble pas vouloir insister. Dans toutes les firmes, dans toutes les entreprises existantes en Belgique et dans les pays étrangers, on a un informaticien de service. Maintenant, pour le moment, malheureusement, dans l'enseignement, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord ou bien à simplement avoir la volonté d'une création d'un statut, d'un poste, d'une fonction de responsable informatique, pour lui donner ce nom-là, dans une école, ou même d'un poste qui pourrait résulter de la mutualisation d'heures entre plusieurs établissements, entre plusieurs implantations. Et je pense qu'aussi longtemps où on ne réglera pas ce problème-là, on aura beaucoup de difficultés dans certaines écoles. Et on aura en effet des écoles qui vont malheureusement avoir du retard parce qu'encore une fois, il n'y a pas de responsable, il n'y a pas de personne qui peut mettre le pied à l'étrier à ses collègues, il n'y a pas de personne qui peut former en quelque sorte en interne les enseignants à l'utilisation d'une application, à l'utilisation d'un ordinateur, à l'utilisation d'un système tel que Microsoft, etc. Donc, du coup, aussi longtemps qu'on n'a pas ça, je pense que ça n'ira pas. Je pense qu'aussi que le Covid a peut-être, comme disait Sébastien, ben oui, ça a fait ouvrir les yeux sur certaines choses, mais on a eu des moyens de dégager. Mais les moyens permettent certainement d'acheter des ordinateurs, d'acheter du matériel, mais le matériel dans quelques mois, voire dans quelques années, où va-t-il se retrouver? Dans des armoires à prendre la poussière, si ce n'est pas déjà le cas maintenant. Donc je pense qu'il faut d'abord insister sur ce côté humain. Il faut absolument qu'on puisse aussi trouver le moyen de pouvoir introduire dans le cadre des formations des futurs enseignants des modules, mais qui soient vraiment très solides pour pouvoir permettre aux futurs enseignants de maîtriser l'outil avant d'arriver à l'école. Il faut aussi, dans les catalogues de formation que l'on a, que ce soit dans n'importe quel réseau, dans ces catalogues, il faut absolument y trouver des formations dignes de ce nom. C'est-à-dire, non pas des formations par branche, par matière, mais des formations un peu plus générales, mais qui sont orientées à l'utilisation des outils informatiques, chose qu'on n'a pas vraiment. Il y a quelques formations
avons maintenant en effet quelques modules qui naissent et pour lesquels on peut trouver certainement une quantité impressionnante de public intéressé, mais je pense que ça doit un peu se généraliser si on veut utiliser, encore une fois, le numérique dans l'école. C'est très intéressant. Tout à fait, c'est un très bon point de vue. Je rebondis sur le fait qu'effectivement, on n'a pas toujours au sein de l'école une personne qui a cette vocation à devenir le référent numérique. Est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que ça devrait devenir une obligation, quelque chose qu'on imposerait aux écoles? Tout à fait, absolument. Moi, je suis tout à fait d'accord pour cela aussi. Je suis bien placé pour le savoir parce que je suis certainement le dinosaure de la communauté française au niveau des personnes ressources. Et moi, je suis dans une école où j'ai eu la chance, entre guillemets, de pouvoir bénéficier d'un tout petit nombre d'heures pour commencer. Hein. J'ai pas peur de dire que quand j'ai commencé avant les années 2000, le directeur de l'époque m'avait octroyé 2 heures. 2 heures pour gérer la totalité du centre cybermédia qu'on avait dans l'école. Donc, il fallait gérer le centre cybermédia, il fallait en faire profiter les élèves, il fallait pousser l'utilisation vis-à-vis des collègues. Alors, je vous dis pas, en 2 heures de 50 minutes, vous pensez bien que si j'étais un pur fonctionnaire, ben, j'avais vite terminé mes 2 heures sur la semaine et puis on n'en parlait plus. Mais ces 2 heures, ben, finalement, dans la pratique, ben, j'en prestais 8, 10, peu importe, sachant que j'avais encore 20 heures de cours à côté, quoi. Et ça, je pense que quelque part, c'est vraiment important que les collègues puissent compter sur quelqu'un présent dans l'école. Compter sur quelqu'un de présent dans l'école qui puisse intervenir rapidement. Parce qu'il y a plein de projets qui s'ouvrent, on entend plein de choses maintenant. Pour prendre un exemple, au CEGEC, on parle maintenant de l'aide de conseillers technico-pédagogues. Je suis bien d'accord, ça peut servir. Mais sachant que pour le Hainaut, il y a, par exemple, 2 conseillers technico-pédagogues, ben, qu'est-ce que 2 conseillers vont faire sur l'ensemble des écoles du Hainaut? À part de temps en temps avoir une permanence d'une demi-heure ou d'une heure, c'est tout. C'est tout. Et ça veut dire que si on doit attendre la permanence pour avoir un conseil, pour avoir un suivi, pour avoir une aide, ben, écoutez, les professeurs, qu'est-ce qu'ils vont dire à un moment donné? Ben, tout le matériel que l'on a, ben, on l'utilise plus parce qu'on est coincé pour ceci, pour cela. Et il faut absolument, je pense, qu'au niveau des écoles, on se rende compte de cela. On a fait dans les écoles, ou dans la plupart des écoles, on a fait le forcing à un moment donné pour avoir des conseillers en prévention. Qu'est-ce qu'on a dû faire pour faire fonctionner ces conseillers en prévention? Il a fallu trouver dans la plupart des écoles un système de mutualisation d'heures pour que ces conseillers puissent fonctionner dans 1, 2, 3, 4, 5 implantations et apporter leurs connaissances et apporter surtout leur soutien au niveau de l'organisation de l'école, au niveau des actions à mener pour être conforme à tel ou tel article au niveau sécurité, etc. Et je pense que au niveau de l'informatique dans les écoles, c'est absolument nécessaire. Débloquer les budgets pour acheter des ordinateurs, c'est bien, mais s'il n'y a personne quelque part pour les configurer, pour les enrôler dans Intune, pour ceci, pour cela, ben, on n'avance pas, quoi. Ça, je pense que c'est une phrase qui conclut bien ce débat. Je vois que le temps avance, ça fait déjà près d'1 heure qu'on a lancé ce webinaire. Je pense, Sébastien, tu veux peut-être… J'avais juste une petite remarque par rapport à justement à l'explication. Soit, s'il te plaît, on essaie de garder un timing, donc 2 minutes. C'est une question pour Bertrand, en fait. Voilà, c'est Bertrand, est-ce que tu peux me rappeler le nom de l'association que tu avais cofondée justement des référents numériques au sein des écoles? Vous aviez, si je me souviens bien, rencontré le ministère, mais je ne reviens plus. Je cherche depuis 10 minutes sur les moteurs de recherche pour retrouver le… Je pense qu'il y avait une webpage de votre association. Est-ce que tu peux me la donner? FICT, le FICT, enfin la fédération. FICT. Alors, FICT.be. Ouais. Ok, super. Voilà, nickel. Je mets ça dans le chat, comme ça intéressera certainement les autres écoles. Voilà, je cherchais juste cette information parce que je la trouve très éclairante. Très bien, merci à tous.
Si vous avez des questions qui subsistent après ce débat, n'hésitez pas, vous recevrez un email avec les coordonnées des différentes personnes autour de la table, les différents panélistes. Et moi, je vous souhaite déjà une bonne après-midi et à une prochaine pour un nouveau webinaire. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Un grand merci, Bon bon après-midi à tous. après-midi, Au revoir. Profitez du soleil. Merci. Et comment? Merci. Bon après-midi. Au revoir.